directrice de recherche émérite au CNRS, ses très nombreuses responsabilités l'ont notamment conduit à travailler, excusez du peu, pour l'OCDE, le Conseil de l'Europe, la Commission européenne, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Membre de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, elle préside le comité de recherche migration, a présidé, de migration de l'Association internationale de sociologie et enseigne, entre autres, à Sciences Po Paris. Auteur de nombreux livres, par exemple « Figure de l'autre », des idées reçues sur l'immigration, migration et relations internationales, la grande spécialiste française des flux, des politiques migratoires et de la citoyenneté en Europe et dans le monde, m'a dit oui en moins d'une demi-heure. Mesdames et messieurs, c'était impressionnant. Je vous prie d'accueillir très chaleureusement Madame Catherine Wittol de Winden. Merci beaucoup, en tous les cas, de m'associer à vos travaux. Malheureusement, moi, j'ai une contrainte de temps, comme chacun le sait, puisque mon train pour Paris est à 18h53. Donc, ma conférence durera environ, en tout, questions comprises, 1 heure, si j'ose dire. Mais je vais essayer de répondre à la question que vous me posez. Immigration, chance ou menace. Donc, c'est le thème tel que vous l'avez défini. J'ai un petit livre qui est sorti aussi là-dessus en 2021 et je vais essayer de brosser le tableau. Alors, tout d'abord, la migration, c'est ni une chance, ni une menace, c'est une réalité. Ça, je crois que c'est très, très important d'accepter cette réalité parce qu'elle fait partie de notre quotidien, comme les questions de décroissance ou les questions environnementales, les questions énergétiques, etc. C'est notre présent, mais c'est aussi notre avenir. Et donc, la migration, elle va nous accompagner, si j'ose dire, tout au long de ce siècle et sans doute au-delà. Donc il faut prendre la mesure de cette réalité. Difficile parce qu'il y a tout un mouvement populiste en Europe qui récuse cette réalité et qui veut faire la guerre aux migrants. Mais en même temps, il y a une dépendance à l'égard des migrations internationales dans la plupart des pays d'Europe notamment. Et donc il faut trouver là aussi des possibilités de gestion de ces migrations. Alors, tout d'abord, la difficulté, c'est que l'Europe ne se considère pas comme continent d'immigration. Elle s'est longtemps considérée comme un continent d'immigration de travail pendant toute la période des Trente Glorieuses, qui était citée tout à l'heure. Mais en fait, l'idée que la migration va faire partie des citoyens de demain et devront acquérir rapidement la nationalité pour avoir accès aux droits et que ce soit plus inclusif pour les intégrer parmi les citoyens, c'est une idée qui est largement étrangère à l'esprit de beaucoup d'Européens pour des raisons qui sont liées au passé colonial, mais pas seulement, et toute une série d'autres sujets qui sont de nature géopolitique, comme la question du terrorisme international et de quelques autres sujets. Donc, difficile, comment accepter cette réalité dans un continent qui ne se considère pas comme un continent d'immigration de peuplement, ce que sont les États-Unis, le Canada, l'Australie, mais on partage ce déni de réalité avec le Japon, avec les pays du Golfe, qui, tôt ou tard, aussi seront confrontés à ce passage plus ou moins douloureux d'une immigration de travail à une immigration de peuplement, et nous sommes tout à fait dans cette phase aujourd'hui. Donc la réalité, c'est que la migration, on ne l'arrêtera pas. L'idée qu'on va dans notre territoire contrôler les frontières pour arrêter un phénomène mondial, c'est puéril, si j'ose dire, parce que l'immigration correspond à des facteurs structurels du monde d'aujourd'hui, des facteurs structurels que je vais énoncer. Je rappelle qu'il y a 287 millions de migrants internationaux, selon l'ONU. Un migrant international, c'est quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays que celui où il est né pour une durée égale ou supérieure à 1 an. Ce chiffre inclut les réfugiés, qui sont au nombre de 110 millions aujourd'hui, avec une très forte croissance récente. Et les facteurs de la migration à l'échelle mondiale, c'est essentiellement le travail. En Europe, les entrées sont plutôt liées en priorité aux étudiants, ensuite aux réfugiés, ensuite aux familles,
ensuite aux travailleurs. Donc on n'est pas représentatif des causes de la migration telles qu'elles existent à l'échelle mondiale. Donc c'est une réalité structurelle du monde qui correspond aux interdépendances dans lesquelles on se trouve et à toute une série de tendances socio-économiques, politiques, etc. dans lesquelles on est. Le premier facteur, si j'ose dire, c'est tout d'abord l'entrée en mobilité du monde. Ça, c'est très important. Depuis la fin du rideau de fer de 90, on est entré dans un monde où il est presque partout possible d'avoir un passeport. Ça, c'est un changement radical. Moi, j'ai connu la période où il y avait des tas de gens, les Portugais, ils n'avaient pas de passeport parce qu'il fallait qu'ils fassent le service militaire en Angola et Mozambique pendant 3 ans, etc. Et il était très difficile pour un soviétique d'entrer en Europe, par exemple. Donc, le passeport, l'accès au passeport, ça a été une conquête considérable, une conquête d'un droit à la mobilité. Et aujourd'hui, ce que je dis dans mes travaux, c'est qu'on ne peut pas envisager une citoyenneté moderne sans droit à la mobilité. Ce droit à la mobilité, il est très inégalement réparti à travers le monde, parce que selon votre nationalité, eh bien, vous avez ou pas la possibilité de circuler avec ou sans visa. Si vous avez le malheur d'être né en Afghanistan, au Yémen, au Soudan, en Somalie, etc., vous avez quasiment besoin de visa, quelle que soit la destination que vous voulez prendre. Les gens disent d'ailleurs on a des passeports qui ne valent rien si vous êtes européen, mais encore plus d'ailleurs japonais, sud-coréen, américain, canadien, etc. Dans tous ces pays, il est facile de circuler dans le monde sans visa. Donc il y a une sorte de droit à la mobilité qui est extrêmement mal réparti à travers le monde, puisque les 2/3 de la population de la planète ne peuvent pas circuler librement. J'insiste lourdement là-dessus. Ce qui fait que les migrants ne sont pas très nombreux. C'est 3,6% de la population mondiale pour les migrations légales. Les autres, on les connaît mal ou peu. Et donc, ça, c'est une réalité très importante. Donc, l'accès à la mobilité, pendant très longtemps, jusqu'au milieu du XXe siècle, il était difficile souvent de sortir de chez soi, ça a été le cas pour tout le monde soviétique jusqu'aux années 90, mais il était plus facile d'entrer ailleurs. Les Chiliens ont obtenu à 100%, on peut s'en féliciter pour eux d'ailleurs, le droit d'asile par exemple. Aujourd'hui, on pourrait rêver si telle ou telle nationalité, on était au même point, les Vietnamiens, plus de 90%, etc. On ne mégotait pas à l'époque, parce que c'était un enjeu mondial d'équilibre des forces, comme on disait. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe et le droit de sortie donc est général, mais le droit d'entrée est devenu très difficile. Autrefois, il était difficile de sortir, mais plus facile d'entrer. Aujourd'hui, il est facile de sortir, mais très difficile d'entrer. Et c'est dans ce déséquilibre que se trouve tout l'enjeu migratoire. Donc en fait, parmi les facteurs structurels, on a les inégalités du développement humain. On a un indice qui mesure l'espérance de vie à la naissance, le niveau de vie, le niveau d'éducation. Je l'ai cartographié plusieurs fois, qui a été proposé par le prix Nobel d'économie indien Amartya Sen et qui montre ces inégalités. Et si on cumule ces 3 indices, on a en rouge l'Afrique subsaharienne. Mais ce ne sont pas les plus pauvres qui partent. Parce que pour que les gens partent, il faut qu'ils aient, comme on voit souvent d'ailleurs, on a beaucoup de morts. Il ne faut pas oublier qu'on a eu 3400 morts cette année, 2023, 3000 morts en 2022, etc., en Méditerranée. On a environ 50 000 morts depuis la fin des années 90. Donc, dans une assez grande indifférence d'ailleurs des Européens, sauf les plus mobilisés. Donc, en réalité, ce droit à la mobilité, il est crucial aujourd'hui, bien sûr, surtout pour les jeunes. Et les personnes, ce ne sont pas les plus pauvres qui partent, ce sont des gens qui sont, précisément, on parlait des classes moyennes en France, des gens qui se disent qu'ils pourraient améliorer leur chance de réaliser leur projet de vie par la migration, l'option migration, parce que chez eux, il n'y a pas de travail pour les jeunes, la situation environnementale est parfois catastrophique, la situation politique encore plus, il y a des guerres civiles à répétition, etc., etc. Et donc, pour eux, la seule solution, c'est de partir. Et ça, ils le disent. On part pourquoi ? Pour trouver un travail qui correspond à ses études et à son projet, mais aussi pour la paix. Beaucoup partent pour la paix.
Donc on a ce phénomène donc, de facteur de mobilité qui est lié à ce nouveau paradigme, droit de sortie, droit d'entrée. Deuxième, et aux inégalités du développement humain, même si les plus pauvres ne partent pas, hein, parce que sinon il y aurait beaucoup plus que 3,6% de la population mondiale. Deuxième facteur très important, les réseaux. Hein, les réseaux, pas les réseaux de passeurs, les réseaux transnationaux construits par les migrants, par leurs familles, les réseaux linguistiques, les nationalités chez lesquelles ils ont travaillé au début de leur parcours migratoire. Il ne faut pas oublier que l'essentiel des réfugiés sont accueillis au sud. Hein. Donc ils ont travaillé dans d'autres pays du sud avant de venir éventuellement chez nous. 90% des réfugiés sont accueillis du sud au sud, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, on a... Alors les réseaux, c'est aussi les réseaux des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils sont branchés sur les portables et tous les réseaux possibles et imaginables avec leurs connaissances. Donc ils se disent, finalement, pas très loin de chez moi, si je bouge, j'ai des chances de changer. Donc il y a une sorte d'odyssée dans la tête, d'imaginaire migratoire qui explique que autant de jeunes partent sur des frêles esquifs traverser la Méditerranée après avoir traversé entre autres la Libye, mais ça peut être aussi le Mexique, etc. Donc il y a une sorte de rêve de mobilité pour ceux qui n'y ont pas accès. Et ces réseaux peuvent permettre de mettre en œuvre cette mobilité. D'autre part, il y a une offre économique. Plus on ferme les frontières, plus les réseaux de passeurs sont florissants aujourd'hui. Et donc, c'est comme la prohibition de l'alcool dans les États-Unis des années 30. Pourquoi il y avait la mafia sur la question de l'alcool ? Parce que c'était difficile d'en avoir. Là, c'est pareil. Donc, les réseaux de passeurs en Libye sont un facteur de richesse très important parce que la plupart des voyages coûtent autour de 3 000 € et à peu près le même prix d'ailleurs au Mexique. Et ces réseaux donc réduisent en esclavage avec des situations dramatiques. Il y a un rapport du département des droits de l'homme des Nations Unies sur l'enfer libyen, par exemple, mise en esclavage, enfermement, viol, toute une série de situations complètement dramatiques qui sous-tendent en fait cette idée que l'on va quand même pouvoir traverser les frontières avec les passeurs. Autre élément très important, la démographie. Là, ça c'est du dur, si j'ose dire. La démographie, c'est un élément très important parce qu'on vieillit. Et le monde du Nord vieillit et le Sud est encore très jeune. Même si le lien entre démographie et migration est beaucoup moins systématique qu'on ne le croit. Je prends un exemple. Le pays d'Afrique d'où on migre le plus, c'est la Tunisie. La Tunisie, c'est un petit pays en termes de population, très tourné vers l'Europe, ce qui explique aussi peut-être la mobilité vers l'Europe, mais aussi c'est un pays qui donc a beaucoup de gens qui sont bien scolarisés, assez urbains, et également donc des gens qui cherchent à vivre ici, là-bas, en permanence. Et ce phénomène que l'on peut constater est lié au réseau, précisément. Il y a beaucoup de Tunisiens en Europe, et donc qui facilite ce rêve de la mobilité. Donc, on est dans ce contexte, et plus on est branché sur le monde, plus on est en mobilité. Ici, on est tous très mobiles, si je veux dire. On parlait tout à l'heure on n'a peut-être pas parlé des taxes carbone et quelques autres choses, mais les autres sont plus contraints, puisqu'ils ne peuvent pas librement se décider pour aller visiter Strasbourg. Donc en fait, ce phénomène est très très important et l'âge de la population est un écart phénoménal, puisque l'âge médian en Europe c'est 41 ans, l'âge médian au Maghreb c'est 25 ans et l'âge médian en Afrique subsaharienne c'est 19 ans. Donc, plus on est jeune, plus on est entreprenant de son avenir, si on en a les moyens, notamment les fameux réseaux, les économies familiales, etc. Et donc, on va entrer dans ce schéma. Ensuite, parmi les autres phénomènes, bien sûr, l'emploi.
Pourquoi les gens partent? Pour l'argent, ce que m'ont dit certains étudiants. Nous, on part parce qu'on n'a pas de travail chez nous et il faut qu'on envoie de l'argent dans notre pays. Les transferts de fonds, c'est 555 milliards de dollars annuels envoyés par les migrants dans leur pays d'origine. C'est 3 fois l'aide publique au développement. Il y a beaucoup de pays qui sont particulièrement connus pour l'importance de ces transferts, les Chinois bien sûr, les Indiens, mais aussi les Turcs, les Mexicains, les Marocains et beaucoup d'autres. Et donc c'est une ressource en termes de devises essentielle. Pour le Maroc, c'est 18% des ressources en devises du pays, par exemple. Donc les pays sont souvent du Sud, ils sont souvent pris dans une sorte d'alternative complexe et contradictoire. On leur demande de d'empêcher les gens de partir, de signer des accords par lesquels ils vont reprendre les sans-papiers, et puis en même temps, eux, ils ont quand même besoin de gens qui vont envoyer de l'argent chez eux. Donc ça, c'est compliqué. Autre élément de cette mobilité, les questions environnementales. La plupart des déplacés environnementaux, qui n'ont pour l'instant aucun statut, sont donc des migrants internes dans leur propre pays. C'est très difficile d'annoncer des chiffres parce qu'il y a beaucoup de jeux sur les chiffres aussi pour affoler la population à cause du réchauffement climatique. Mais enfin, toujours est-il, ce qu'on sait, c'est que les 2/3 ne circulent que dans leur propre pays et les autres traversent les frontières. Donc ce n'est pas une menace directe pour l'Europe, par exemple, mais c'est une menace pour des tas de pays pauvres, de pauvres à pauvres, si j'ose dire. Si vous êtes au Bangladesh, il y a un risque pour des pays voisins comme l'Inde de ces arrivées massives et dans quelques autres pays aussi. Et puis, surtout, les réfugiés. Pourquoi est-ce qu'on a eu les fameuses crises? On a parlé de la crise des réfugiés. On a eu des chiffres de réfugiés. On en a eu beaucoup dans le passé. Souvent, on l'a oublié, surtout dans ces régions-ci. Mais là, on a eu des chiffres considérables qui sont liés à une sorte de chaos du monde. Je donne quelques exemples. La crise afghane, on a eu 6,5 millions de gens qui ont quitté l'Afghanistan, qui sont revenus, qui sont repartis, etc. Aujourd'hui, c'est difficile de renvoyer les gens vers l'Afghanistan, surtout les femmes, parce que la situation est quand même plus que critique. Mais on a aussi l'Irak. L'Irak, 4,5 millions de départs. Donc les Afghans sont allés surtout en Iran et au Pakistan, ce qui explique leur appétence pour le Pakistan quand ils sont à Calais, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de Pakistanais qui sont partis en Angleterre. Mais aussi, il y a les flux d'Irakiens qui se sont retrouvés en Turquie, et puis les Syriens également en Turquie, un peu plus de 4 millions en Turquie, et autour de 6,5 millions pour l'ensemble des Syriens qui ont quitté leur pays, dont 1 million au Liban, je rappelle, une petite partie en Jordanie, 1,2 million en Europe, etc. Donc des très gros chiffres. Et puis on a eu d'autres crises, la crise yougoslave, mais qui est rentrée dans l'ordre aujourd'hui, si j'ose dire, mais aussi parmi les gros chiffres, on a eu le Venezuela, on a eu à peu près 6,5 millions environ de gens qui ont quitté le Venezuela, puis la crise ukrainienne, bien sûr, autour de 8 millions de gens qui ont quitté leur maison, mais une partie d'entre eux ont quitté leur pays aussi. Et à peu près 4 millions se retrouvent en Pologne. Donc tous ces chiffres sont très impressionnants et ont caractérisé le monde européen récent, puisque les premiers flux en Europe légaux, c'est les étudiants. Les deuxièmes, c'est très encourageant d'ailleurs. Ensuite, on a les demandeurs d'asile. Ensuite, on a le regroupement familial qui a été quasiment constitutionnalisé dans la plupart des pays européens. Et en numéro 4, pour donc 15%, les travailleurs. Donc l'Europe n'est plus du tout celle des années 60, 70, où l'essentiel des entrants, c'était des travailleurs peu qualifiés qui étaient directement appelés par leurs employeurs. C'est une migration beaucoup plus segmentée sur le marché du travail et beaucoup plus urbaine aussi, beaucoup plus scolarisée. Et c'est là que j'insiste sur le fait que le lien entre démographie et migration est à prendre avec beaucoup de prudence, parce que, par exemple, si on regarde l'Inde ou la Chine, qui sont des géants démographiques, mais aussi en termes de migration, 37 millions d'Indiens dans le monde et à peu près le même chiffre pour les Chinois, c'est un taux très faible par rapport à la population totale de ces deux pays.
Donc en fait, tous ces éléments sont structurels et on n'arrêtera pas les flux. L'idée qu'on va arrêter les flux migratoires, qui d'ailleurs sont un mouvement lent et continu, mais pas l'invasion, comme ça a été dit par certains, c'est un phénomène qui accompagne notre période, l'entrée en mobilité du monde et la revendication dans un certain nombre d'associations du droit à la mobilité comme forme de citoyenneté, en reprenant Kant, par exemple, en parlant de la citoyenneté universelle, Sigmund Bauman et beaucoup d'autres qui insistent beaucoup sur ces notions. Et la citoyenneté européenne est tout à fait là-dedans, parce que qu'est-ce qui caractérise précisément la citoyenneté européenne pour l'essentiel? C'est la liberté de circulation, d'installation et de travail dans l'espace européen. Donc c'est une citoyenneté moderne par rapport à celle des autres qui peuvent aller nulle part. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça, si j'ose dire, sachant qu'on ne pourra pas faire la guerre aux migrants, ça ne sert à rien, que des sommes considérables ont été consacrées au contrôle et à la dissuasion et à la répression au sein des politiques européennes. J'ajoute que le budget de Frontex, par exemple, a été multiplié par 600 depuis sa création. Le centre Frontex, il est né au début des années 2000, et le directeur, qui est le numéro 3 pour les élections européennes du RN, eh bien, le directeur a été viré, pour dire les choses comme elles sont, par la Commission européenne, parce qu'il a été considéré qu'il avait fait des pushbacks, c'est-à-dire repousser des bateaux au large de la Crète avec autour de 400 morts, et puis et donc sa mission, qui était à la fois du sauvetage et du contrôle, n'était pas remplie, et donc il a dû partir. C'est pas lui qui est comme ça. Voilà, il a dû partir. Et aujourd'hui, Frontex, d'ailleurs, plus de bateaux. Les bateaux, ils sont assumés par des grosses associations comme SOS Méditerranée. Il y en a aussi quelques-uns en Allemagne et ailleurs qui font du sauvetage. Mais le reste, Frontex, il n'a plus que des drones et des hélicoptères. Donc voilà un peu le système. Mais on a beaucoup d'autres instruments de contrôle qui ont été repris dans le pacte européen sur l'immigration et l'asile de 2023, dont, par exemple, on n'a pas beaucoup changé les accords de Dublin. On disait qu'il faut changer Dublin. Dublin, one stop, one shop. Vous arrivez dans un pays que vous n'avez pas choisi parce qu'il est plus proche géographiquement, c'est là que vous voulez demander l'asile. Les gens ne veulent pas parce qu'ils ont des réseaux de connaissances ailleurs. Donc, ils cherchent à aller là où ils ont de la famille, là où ils peuvent parler la langue, etc. Donc, ça ne fonctionne pas, mais c'est très confortable, ce système-là, parce que la première frontière de l'Europe, la première périphérisation de l'Europe, c'est les pays du sud de l'Europe, depuis 2015. On leur a mis des hotspots, des centres de tri en Italie et en Grèce. Et c'est là qu'ils font le tri entre ceux qui ont plutôt un profil de demandeurs d'asile et ceux qui ont plutôt un profil de travailleurs, si j'ose dire. Et donc, c'est eux qui font le boulot, si j'ose dire. On les paye un peu, pas très bien. Les Italiens sont pas contents. Ils ont élu 2 fois l'extrême droite au pouvoir. Ils se considèrent comme humiliés par le travail qu'on leur demande, comme la Grèce d'ailleurs. Ce système est très confortable parce que les autres pays d'Europe, notamment l'Europe centrale et orientale, peu favorable à la migration, l'Europe du Nord qui l'est de moins en moins, mais aussi l'Europe de l'Ouest, se dit c'est les Italiens qui font le travail, éventuellement un peu les Espagnols, et puis les petites îles, la Malte, Chypre, où il y a des arrivées permanentes, et puis la Grèce, et donc comme ça, c'est notre première frontière. La deuxième, c'est la Méditerranée. La troisième, c'est la rive sud de la Méditerranée, avec les accords d'externalisation des frontières. On demande aux gens de reconduire, d'accepter les gens qu'on veut leur proposer, ce qui est souvent très difficile d'ailleurs à mettre en œuvre. Et donc on a toute une série de barrières comme ça qui se sont construites, et puis des choses plus physiques, le système des empreintes digitales des demandeurs d'asile, le SIS et l'Eurodac aussi, on fiche les gens selon qu'ils sont déboutés du droit d'asile, délinquants et en situation irrégulière économiquement. Donc on a toute une série de moyens de contrôle. Ces moyens, ils ont très peu d'efficacité. Si on fait le bilan, la migration n'a cessé de croître, le coût du contrôle n'a cessé de croître également, donc ça coûte très très cher à l'Europe. Et pour ce qui est de la France, un rapport de la Cour des comptes de la part d'un président qui n'était pas un homme d'extrême gauche, qui était M. Seguin, disait que pourquoi est-ce qu'on consacre autant d'argent au contrôle et si peu à l'intégration. Donc on est dans ce contexte-là parce que les gens ont peur. Les gens ont peur et les politiques interprètent
que les gens veulent toujours plus de sécuritaire. Aussi parce qu'ils veulent marcher dans les plates-bandes des populismes qui foisonnent en Europe. Donc il faut toujours être plus, disons, plus offrant, si j'ose dire. Mais ce que disent mes collègues qui travaillent sur les sondages d'opinion aussi, les politiques qui travaillent presque exclusivement sur les sondages d'opinion. La voix du chercheur est totalement ignorée. On a fait des kilos de rapports, de livres, etc. On a 50 ans de recherche sur ces sujets-là dans les pays européens, mais c'est pas ça qui est regardé de la part des décideurs. C'est que dit le dernier sondage ? Que dit l'extrême droite? Donc c'est comme ça que se construit la politique européenne, et on est donc dans une politique qui est complètement hors sol, complètement déconnectée de la réalité, puisqu'en fait, les décideurs croient que l'opinion est beaucoup plus anti-immigration qu'elle ne l'est en réalité. Il y a des sondages qui disent que 61% des Français trouvent qu'il y a trop d'immigration en France, mais en même temps, si on regarde les sondages plus spécifiques, par exemple, 68% des Français, pour ne parler que de la France, sont favorables au droit de vote et à l'éligibilité locale des résidents étrangers, 68%, donc c'est beaucoup. On est les champions en France des mariages mixtes, même si on peut discuter sur certains, mais enfin, globalement, c'est quand même très, très important. On a toute une... Et puis, beaucoup de gens emploient des sans-papiers alors qu'ils vont aller voter pour la fermeture absolue des frontières. Donc, on est dans le double discours. La philosophie du libéralisme économique, qui est celle de l'Europe, est en contradiction absolue avec l'hyper-contrôle des frontières. Parce que si on est libéral économiquement, on n'est pas pour empêcher vivre en autarcie, en empêchant les autres de venir. On en a fait l'expérience. C'était le rêve. L'extrême droite avait réalisé son rêve avec la Covid. Les frontières étaient fermées. On s'est aperçu, je ne sais pas si eux s'en sont aperçus, mais beaucoup d'autres se sont aperçus que c'était pas génial, en réalité. On n'avait plus personne pour ramasser les tomates en Espagne. On n'avait plus personne pour ramasser les asperges en Allemagne. On n'avait plus de personnes pour garder les personnes âgées en Hongrie, et dans beaucoup d'autres pays d'Europe centrale qui sont très vieux, et ainsi qu'en Italie. On a des quantités de métiers qui étaient très très mal pourvus. Donc on s'est aperçu des effets de l'autarcie dans laquelle on était confiné, si j'ose dire, et on s'est aperçu qu'économiquement, c'était quand même pas non plus le rêve. Donc, on pourrait s'étonner, si on était Montesquieu, en se disant comment se fait-il que dans un continent qui est en déclin démographique, où la migration est le seul facteur de croissance de la population, du point de vue de la voilà, et en même temps où il y a des pénuries de main-d'œuvre sectorielles à tous les étages, il y a une attitude aussi malthusienne à l'égard de l'immigration. C'est pour ça que je dirais que c'est pas une chance ou une menace, la migration. C'est une réalité, mais il y a des choses dont il faut savoir tirer parti de façon positive. Et c'est ce que fait notamment, ce qu'essaye de faire une globalisation de la décision, qui est le pacte de Marrakech de 2018, dont le sous-titre, c'est pour une immigration sûre, ordonnée et régulière. On en est très très loin, bien sûr, c'est l'objectif. Il y a une partie qui est suivie par l'Assemblée générale des Nations unies pour l'aspect migration, et pour les réfugiés, par le Haut-Commissariat aux réfugiés, pour remplir des objectifs qui ont été définis dans le pacte. Les politiques européennes tournent le dos au pacte de Marrakech, il ne faut pas l'oublier, le pacte européen qui est pour les 2/3 du sécuritaire. La politique française, telle qu'elle a été votée en décembre dernier, tourne le dos là-dessus, parce qu'on est sur le sécuritaire, avec des restrictions de statut pour beaucoup de gens. Donc, et ce que propose cette approche mondiale, c'est de mettre autour de la table les pays de départ, les pays d'accueil, les associations, les syndicats, le patronat et toute une série d'autres acteurs, pour essayer, des experts, des associatifs, etc., pour qu'on se mette d'accord sur un équilibre qui ne nuise à personne. L'idée, c'est faire de l'immigration un bien public mondial, un bien public qui soit positif pour les migrants, pour les pays de départ et pour les pays d'accueil. On en est encore très très loin avec les chiffres de morts que je vous indiquais aux frontières. Donc on en est aujourd'hui là, avec des quantités de coins et de recoins du monde, et c'est ce que font parfois mes étudiants à travers leur mémoire ou leur thèse, où les choses sont inimaginables, si j'ose dire, le Darien entre la Colombie et Panama, la situation en Libye, le Soudan. Je suis allée au Soudan, c'est
toute personne qui gère l'immigration, tout préfet devrait aller au Soudan pour comprendre pourquoi les gens partent. Hein, parce que c'est dramatique. Le Soudan, le Sud-Soudan arrive dans le Nord-Soudan, il y a la guerre, il y a 7 millions de personnes qui sont parties, etc. Beaucoup d'autres situations de cette nature. Donc en fait, aujourd'hui, on est très très loin d'une gestion concertée des migrations. C'est très conflictuel. Et pourquoi c'est très conflictuel? Parce que tout à l'heure, on parlait des équilibres en termes d'acteurs qu'on pouvait mettre en forme. Moi, j'ai un collègue qui s'appelle Aristide Zolberg, qui est décédé maintenant, qui enseignait à la New School for Social Research à New York. Et il disait, en fait, ça échoue parce que politiquement, il n'y a pas de consensus sur les causes telles qu'elles sont portées. Il y a ceux qui sont pour plus d'ouverture des frontières, dont je fais partie. Je pense que si on ouvrait plus, on résoudrait le problème de Mayotte, entre autres, mais aussi la question de la main-d'œuvre de l'autre côté de la Méditerranée, en partie. Et donc, ces gens qui sont pour plus d'ouverture, c'est qui? C'est le patronat. Aujourd'hui, on ne l'entend plus. Hein. Moi, j'ai travaillé pour ma thèse sur les périodes de politisation, dépolitisation de l'immigration. Il y avait énormément, on entendait la voix du patronat à l'époque, hein, qui allait discuter directement avec le ministre des Affaires sociales en disant, vous voulez gérer, mais nous, on a besoin de main-d'œuvre, débrouillez-vous, mais moi, il me faut 450 000 personnes l'année prochaine pour faire tourner l'industrie automobile et quelques autres secteurs. On ne les entend plus parce qu'à l'intérieur, j'ai posé la question, du MEDEF, il y a une sorte de conflit d'intérêts entre le gros patronat qui, lui, est pour plus d'immigration, ils sont ultra-libéraux, et puis les petits, eux, qui votent RN. Hein. Donc, quand ils ont lancé des opérations humanitaires, c'était très mal vu à la base. Donc, maintenant, pour ne pas perdre leur base, on les entend plus. Hein. Donc, ensuite, on a alors ces gens qui sont plutôt pour le libéralisme économique, qui sont d'accord avec, finalement, les associations de sans-papiers, que je connais très bien, puisque je fais partie de la Ligue des droits de l'homme et je les rencontre souvent, mais ils n'ont pas de langage commun. Hein. Entre le grand patronat et les sans-papiers, on a un peu de mal à avoir une action politique commune à Bruxelles, par exemple, parce qu'ils ne sont pas du tout outillés de la même façon dans leur action collective. Et de l'autre, pour ceux qui sont les plus restrictionnistes, d'un autre côté, on a l'extrême droite anti-immigration, qui en a fait une sorte d'idéologie, et de l'autre côté, un certain nombre de pays qui ont construit leur identité sur le welfare, comme les pays du Nord, et qui considèrent que ce projet politique, parce que c'en est un d'État-providence, a été construit entre des gens qui l'ont établi eux-mêmes, et s'il y a des nouveaux entrants, ça fait échouer à terme ce projet de welfare, donc politique de plus en plus restrictive, alors que c'était des pays très ouverts dans le passé à l'immigration. Là-dessus, se sont greffées des crises. La première crise, ça a été la crise Est-Ouest sur la question des migrations. Je rappelle que les pays de l'Est sont entrés dans la liberté de circulation européenne, donc on a beaucoup plus de gens qui circulent et de moins en moins de gens qui sont dans des situations où ils s'installent définitivement, et ce qu'on appelle la circulation migratoire, alors qu'au Sud c'était ça dans le passé. Aujourd'hui ils se sédentarisent dans la précarité parce qu'ils ne peuvent pas faire des allers-retours, mais outre cela, la crise a été très profonde donc entre l'Est et l'Ouest, puisque les pays de l'Est n'ont pas accepté les quotas européens d'accueil. Et maintenant, dans le pacte européen qui a été décidé, eh bien, on leur a dit, eh bien, écoutez, vous touchez des fonds structurels européens, 20 000 euros par personne que vous n'aurez pas prise parmi les demandeurs d'asile. Donc enfin, c'était un projet qui avait déjà été un peu élaboré pendant la crise de 2015. Maintenant, c'est sorti dans le pacte, donc ils vont devoir payer. Ils ont commencé d'ailleurs à payer, certains de ces pays, dont la Hongrie, etc., pour ce qu'ils n'avaient pas accueilli en 2015, parce qu'il y avait des disproportions considérables. Ensuite, donc ça a été marquant, si j'ose dire, crise de solidarité et d'hospitalité entre les pays européens. Et puis un pays comme l'Allemagne, qui, elle, s'est démarquée du lot, puisqu'elle a accueilli 1 million de demandeurs d'asile en 2015, et avec un accueil citoyen qui a été mis en place dans les communes sur le volontariat. Et on a vu ce système aujourd'hui pour les Ukrainiens. Il ne faut pas oublier que les Ukrainiens, c'est 2 poids, 2 mesures. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour la cause qu'ils essayent de défendre, mais ils ont eu un traitement qui n'a rien à voir avec les demandeurs d'asile en Europe, parce que la protection temporaire, c'était un sujet qui avait été inventé pour les gens de l'ex-Yougoslavie, donc à la fin
en 95, qui n'a pas été appliqué. Et puis l'Europe a ressorti ce dispositif. Alors l'avantage de la protection temporaire, c'est qu'on a accès à tous les droits tout de suite. Donc vous arrivez, vous avez droit au logement. Je pensais qu'il y avait des crises de logement, HLM. Il paraît qu'il y a des quantités d'HLM qui sont vides en France. Bon. Et donc ils ont été logés. Ensuite, aide à l'insertion professionnelle. On les a aidés à des cours de langue avec des chiffres d'heures sans commune mesure avec les autres. Je rappelle qu'en France, les demandeurs d'asile, alors qu'il y a une directive européenne de 2014, n'ont pas le droit de travailler, c'est les préfets qui en décident, et qui en général, habités par le syndrome, si j'ose dire, de l'appel d'air, ont peur qu'en donnant l'accès au travail des demandeurs d'asile, on va avoir des gens qui sont des faux demandeurs d'asile. Depuis 91. Donc, on est les derniers en Europe à refuser l'accès au travail des demandeurs d'asile, ce qui est d'ailleurs ce qui les pénalise beaucoup parce qu'ils sont sans papier pendant des années en attendant leur statut. Donc, les autres ont eu accès à toutes ces libéralités, si j'ose dire, l'accès aux droits, etc. Et donc, on a eu un traitement également orchestré par l'Europe à tous les niveaux. Par l'Europe, la protection temporaire, ensuite par les États, qui ont mis sur pied de façon officielle, l'accueil des Ukrainiens, par les communes, bien sûr, et par l'accueil citoyen. On a eu en France, par exemple, copié sur le modèle allemand, un certain nombre de volontaires qui ont accepté de loger des personnes et des familles, etc. Donc, rien à voir. Donc, ça veut dire que quand on veut, on peut. Puisqu'avant, on disait, il n'y a pas de logement, les cours de langue, c'est trop cher, etc., etc. Là, ça a été tout à fait possible pour les Ukrainiens. Ensuite, la crise, elle est, comme je vous disais, elle est aussi nord-sud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sud moi j'enseigne un peu en Italie, a une rancœur considérable à l'égard du nord de l'Europe et du reste de l'Europe en disant, en fait, c'est sur nous que repose l'essentiel de l'accueil, et notamment les gardes-côtes italiens, puisque l'Italie centrale est le principal point d'arrivée des gens du Sud qui ont traversé la Méditerranée. C'est pas Frontex, bien sûr, qui va les accueillir, c'est pas les gardes-côtes libyens. L'Europe, parfois on se demande à quoi pensent les gens du Parlement européen, mais c'est un peu étonnant d'avoir chargé les gardes-côtes libyens du contrôle des frontières vers l'Europe, quand on sait que beaucoup sont des passeurs en uniforme et que ça se passe très mal, ils tirent sur les canaux, il y a eu beaucoup de morts, etc., dans les zones qui étaient plus les zones, disons, territoriales, mais en pleine mer. Et donc, avoir confié à la Libye l'essentiel du contrôle des passages en Méditerranée, ça peut être un peu surprenant, si j'ose dire, c'est confortable. Donc l'Italie a une grande rancœur, la Grèce aussi, qui avait assez bien accueilli les premiers arrivants après la crise syrienne. Aujourd'hui, elle dit, nous on est pauvres, on nous demande d'accueillir ces gens-là, ça ruine le tourisme. Il ne faut pas oublier que ces pays sont des pays touristiques. Quand on est une île, et qu'on a quelques hôtels pour des touristes, et qu'en même temps il faut accueillir les sans-papiers et les demandeurs d'asile, même si on est extrêmement éthique et humaniste, c'est pas si facile que ça, parce qu'ils ont peur de ruiner leurs principales ressources dans ces îles de la Méditerranée avec l'accueil des personnes qui arrivent. Donc tout ça est extrêmement difficile, et donc cette crise nord-sud, elle est complétée par d'autres éléments, l'exode des cerveaux du sud qui va travailler au nord, donc du sud de l'Europe, qui va travailler au nord de l'Europe, etc. Et puis aussi un phénomène nouveau qui est, nouveau, pas si nouveau, mais qui se développe, qui est les seniors au soleil. Le sud de l'Europe, mais aussi le sud de la Méditerranée, est caractérisé par ces retraités qui décident de s'installer. En général, ça se passe bien, ça rapporte de l'argent aux pays qui accueillent, et dans les pays ensoleillés et moins coûteux, parce que à cause du dévieillissement, ce que mes collègues démographes définissent comme le dévieillissement, c'est le fait d'être mieux à notre âge, si j'ose dire, que nos parents ou nos grands-parents, avec une espérance de vie beaucoup plus grande qui permet à la retraite de pouvoir s'installer au soleil. C'est un phénomène qui se développe partout, en Europe, aux États-Unis, au Canada, chez les Japonais et un peu partout. Donc c'est un phénomène nouveau. Donc tout ça, la crise est très profonde en réalité. Le pacte, j'ai écouté Madame Keller qui avait fait une prestation sur le pacte la semaine dernière, qui a montré la difficulté de faire accepter un pacte, même si ce pacte n'apporte pas grand-chose, de mon point de vue, mais elle a
tendance à dire que ça aurait pu être pire, et que donc on est arrivé à mieux que ce qui pouvait être espéré. Mais pour sortir de cette impasse, chance ou menace, à mon avis, mais je ne suis pas la seule à le dire, il faut remettre à plat toute la politique européenne d'immigration et d'asile. C'est-à-dire qu'en fait, il faut partir des constats. On a besoin de main-d'œuvre, donc il faut rouvrir l'immigration de travail dans les secteurs où on en a besoin. Ça paraît être relativement, rationnel. Ensuite, il ne faut pas faire attendre les demandeurs d'asile pendant 10 ans comme sans-papiers s'ils n'ont pas eu leur statut de réfugié. Parce que économiquement et humainement, tout le monde est perdant. Si vous ne travaillez pas pendant une période, puisque vous n'avez pas le droit de travailler en France comme demandeur d'asile, vous n'avez pas de cours de langue, et non plus, sauf par les associations, mais pas par l'État. Et si en même temps, vous avez un temps d'attente qui est très usant psychologiquement, ce n'est pas une bonne politique. Parce que les gens qui ont un statut, ils vont avoir un meilleur salaire, ils vont être consommateurs, ils vont payer des impôts, ils vont envoyer de l'argent dans leur pays, etc. Donc on gèle une partie de la situation économique avec cette politique dissuasive qui ne dissuade pas. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut voir. Donc il faut reprendre tout ça. Et si on a plus d'ouverture à la migration de travail, on aura moins de faux demandeurs d'asile. Parce que, comme c'était le cas autrefois, les gens qui demandaient l'asile, ils correspondaient à l'asile. Moi, j'ai connu cette période-là. Donc, le résultat, c'est qu'il y avait 80% des demandeurs d'asile qui obtenaient le statut de l'asile, parce qu'ils correspondaient au statut. Aujourd'hui, comme l'immigration de travail est fermée au plus grand nombre en Europe depuis 73 ou 74 selon les pays, sauf en Allemagne qui l'a rouvert l'année dernière, eh bien, il y a des tas de faux demandeurs d'asile, même si souvent, compte tenu de la situation de leur pays, ils ne sont pas infondés à demander l'asile. Si vous êtes soudanais, vous n'avez pas de boulot. En même temps, la situation politique est complètement chaotique. Les droits de l'homme, n'en parlons pas. Donc, voilà. Alors, c'est un tri considérable. Est-ce qu'on est plutôt demandeur ou pas, etc. Et si on avait plus d'accès au travail, on aurait beaucoup moins de flux mixtes, comme on dit, et on aurait beaucoup plus de gens qui rentrent dans les cases pour lesquelles ils sont définis juridiquement, d'un côté les travailleurs, de l'autre côté les familles, de l'autre côté les réfugiés, etc. Donc tout ça est extrêmement chaotique, comme vous pouvez l'imaginer, et miné par le populisme. Aujourd'hui, il y a une sorte de portage politique de cette question, très idéologique, qui conduit à la très grande difficulté de gérer rationnellement les questions migratoires. Je ne suis pas la seule à le dire. François Héran, qui est professeur au Collège de France, il l'a écrit plusieurs fois dans Le Monde, il dit il faut régler les questions de façon rationnelle. Rationnelle, pas plus. Il ne s'agit pas de faire des sentiments, mais rationnelle. Prendre en compte la dimension démographique, prendre en compte les besoins du marché du travail, etc. Donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui, la difficulté pour le chercheur, que je suis aussi, c'est de convaincre. Convaincre parce que c'est un sujet qui a 50 ans de recherche, en gros, dans les pays européens, et en même temps, avec cette politisation extrême du sujet, cette hyper-politisation, les gens ne sont plus du tout dans le rationnel, avec le discours d'Éric Zemmour sur le grand remplacement, l'Afrique va nous envahir, toute une série d'idioties que je développe dans mon petit livre « Chance ou menace ». La menace, elle existe. Elle existe si on ne fait rien pour plus d'intégration, les banlieues, les séparatismes dont parlait notre président de la République, le salafisme et le terrorisme, tout ça, ce sont des fruits des politiques d'isolement. On a supprimé le Fonds d'action sociale et toutes les associations qui étaient sur le terrain dans les années 80, etc. Et l'associationnisme civique, tel que on l'a vu avec le mouvement Beur de 1983, dont on a très discrètement fêté l'an dernier l'anniversaire, tout ça, on l'a perdu. Donc le résultat, c'est des sortes de ségrégations de plus en plus dangereuses, avec des mobilisations diverses, des formes d'exclusion très grandes, même si on ne peut pas dire que l'intégration soit uniquement un échec. Il y a beaucoup d'enquêtes avec des gros échantillons qui montrent que les gens finissent par s'intégrer. Moi, c'est des cas exceptionnels, mais à Sciences Po, j'ai plein d'étudiants dont le père ne sait pas lire, etc. Je me dis, formidable, ça marche. Ça ne marche pas pour tout le monde, mais il y a un progrès. Ils ont quitté le monde ouvrier des métiers pénibles de leurs parents
dans la plupart des cas. Après, il y a des tas de poches d'exclusion, de drogue, de délinquance, etc. Mais ça a toujours existé. Avant, on parlait des anarcho-syndicalistes, il y avait beaucoup d'autres, gens qui étaient à la marge de la vie politique et aussi des comportements qui pouvaient être attendus de la part des citoyens. Donc, je pense qu'il faut beaucoup plus d'attention pour l'Europe à la question de l'intégration, puisque ces gens, ils vont rester, de toute façon, ils vont rester, qu'ils aient ou pas le statut de réfugiés, de travailleurs, de très qualifiés, etc., ils vont rester et pas considérer que on va les jeter, comme ça, ils vont venir, puis ensuite ils vont repartir, etc. Politique de retour, 30 ans d'échec. Les politiques de développement, on a 30 ans d'échec. Les politiques de reconduction, on a également 30 ans d'échec, parce que la plupart des pays de départ, ils n'acceptent pas de signer des certifications consulaires pour reprendre les personnes. Donc il faut vraiment qu'il y ait une pression très forte pour que, de la part du pays d'accueil, pour qu'ils puissent le signer. Donc tout ça, on ne le dit pas aux gens. On dit, on va reconduire, on va faire politique de retour, etc. Toutes les recettes, disons, entre guillemets, de ces politiques migratoires en disant on va tout externaliser, elles n'ont pas marché. Et donc il faut se coltiner, si j'ose dire, à la réalité, qui est la question de la reconnaissance de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations, du multiculturalisme dans certains cas, comme au Canada ou en Australie, où ils ont constitutionnalisé la citoyenneté multiculturelle, même si on peut discuter dessus. Mais tout ça, je crois qu'il faut prendre en compte qu'on est un continent d'immigration et pas un continent d'immigration malgré lui, et prendre les mesures qui vont avec, parce que sinon on va à la catastrophe, on va à des fractures très graves. Merci. Alors, nous disposons encore de 15 minutes à peu près, donc on va tout de suite passer... Ah oui, non mais c'est très bien, on va vous poser des questions, donc on va passer la parole à la salle. Qui aimerait poser des questions ? Oui. Merci pour votre intervention. Vous avez parlé tout à l'heure des différentes raisons qui causaient l'émigration. Parmi celles-là, vous avez parlé des raisons environnementales, en disant que la migration provoquée par ces raisons était une migration régionale. Dans une précédente intervention aujourd'hui, la personne experte du GIEC nous a parlé du phénomène de chaleur humide, avec une augmentation de la chaleur et de l'humidité qui allait provoquer à plus ou moins court terme, elle parlait d'une génération, la fin de la vie sur toute une période, toute une partie de notre planète, comprenant même le sud de l'Europe. Ce qui va amener, si elle a raison, une migration non seulement du sud des pays du sud vers les pays du nord, mais du sud de l'Europe vers l'Europe du Nord. Et quand on voit l'évolution de la politique des pays de l'Europe du Nord, on se demande si on ne va pas arriver à des guerres civiles à plus ou moins court terme. Quel est votre avis ? Alors, un autre chercheur, je ne sais pas lequel était intervenu ici, mais m'avait déjà posé la question. Ceci dit, c'est vrai, ça c'est tout à fait vrai, mais je ne pense pas que ça ferait partir les gens. Je pense qu'il y aura des stratégies d'adaptation. Les Italiens ne vont pas quitter l'Italie, ça paraît un peu surréaliste, si j'ose dire, ou les Espagnols, ou les Portugais, etc. Donc ils vont trouver des formules d'adaptation, plus ou moins, disons, concertées, entre ces pays touchés par les questions climatiques et ailleurs aussi, pour rester chez eux, pour la plupart. Donc ça, j'y crois pas trop en termes de migration massive. C'est pas très, disons, tentant d'aller vivre pour un Italien en Islande, par exemple, ou dans quelques autres endroits froids de l'Europe. Et je prends un exemple comme celui-là, mais on pourrait en prendre d'autres. J'y crois pas trop, si j'ose dire. Mais je pense que le phénomène va se produire, mais il y aura des stratégies d'adaptation.
Mais ce n'est pas le gros des déplacés environnementaux, quand même. Le gros des déplacés environnementaux, c'est le sud du monde, c'est le Bangladesh, qui est le premier pays classé parce que c'est un pays delta, donc là, c'est les zones basses des États qui sont au bord de l'eau. Là, c'est des milliers de gens qui vivent comme ça et qui sont... souvent, il y a des morts, on n'en parle pas beaucoup, les journalistes ne sont pas là, etc. Mais là, c'est des vrais risques. L'Asie est le plus menacé des continents par ces questions environnementales pour l'instant. C'est vrai que pour les pays d'accueil comme pour les pays émetteurs, je suis juste là, madame. Pour les pays d'accueil comme pour les pays émetteurs, c'est vrai que là aussi, il y a énormément de fausses idées, de stéréotypes. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très intéressant de revenir à vos travaux et de voir aussi les statistiques et les graphiques de France Terre d'Asile. Et j'ai une question ici avec monsieur. Oui, madame Wenden. Je voulais savoir si vous avez eu l'occasion de vous exprimer dans les milieux dirigeants, les ministères, ceux qui nous gouvernent. Et si oui, avez-vous le sentiment d'avoir été entendu ? Alors, je vous dirais le sentiment d'avoir été entendu, pas du tout. Je ne suis pas la seule, puisque la plupart de mes collègues, dont des gens connus comme François Gemène, qui était un de mes anciens étudiants sur les thématiques environnementales, ou François Héran, qui est professeur au Collège de France, idem. Donc, on est de temps en temps, on est peu à être convoqués, si j'ose dire, pour discuter, et dans l'ensemble, rien, parce qu'eux, ils vont regarder, tout ça, c'est pour eux, on est des idéalistes tout à fait hors sol, si j'ose dire, alors que nous, on voit beaucoup de choses, parce que on voit des enquêtes. On voit des enquêtes parce que nos étudiants, ils font des mémoires, ils font des thèses, et donc on voit, non seulement il y a des travaux qu'on a fait nous-mêmes sur certains sujets, mais d'autre part, pour la dimension internationale, moi j'ai eu des enquêtes surtout sur le Darien, sur le Soudan, sur des tas de coins du monde auxquels on ne pense pas, et on voit la situation mondiale de cette manière, et tandis que les gens des ministères, je ne suis pas sûre qu'ils voient comment se fait la traversée du Darien entre Panama et les États-Unis ou quelques autres coins et recoins du monde. Donc ça, je pense qu'on est plutôt dans le réel par rapport à eux, mais eux, ils sont obnubilés, alors ça ne marche pas, par les sondages et par la montée de l'extrême droite, qui existe de toute façon. Donc le reste, ça ne les intéresse pas du tout, pas du tout. Si on leur dit on va essayer de développer des politiques d'intégration, non, il faut fermer les frontières, il faut borderiser, et comme ils le disent, les bordering and rebordering, parce que c'est ça que veulent les gens, ce qui n'est pas du tout sûr d'ailleurs. Mais ils ont cette obsession du sécuritaire, et donc il faut dissuader, il faut absolument lutter contre tout ce qui pourrait arriver à plus d'ouverture, si j'ose dire, en la matière. Donc ils ne sont pas du tout sur les mêmes longueurs d'onde que nous, mais ça me rassure parce qu'un jour j'ai écouté une conférence de Marc Fontcave, qui est un professeur au Collège de France, qui avait fait une conférence à l'Institut Diderot, et il disait que lui, en tant que professeur au Collège de France, il n'avait jamais été sollicité depuis 2017 par le gouvernement. Donc voilà, c'est rassurant, malheureusement. Patricia. Oui. Je suis professeure d'université à la retraite, oui. Et je me suis occupée pendant très très longtemps de la commission des équivalences, puis je continue à donner un coup de main. Ça aussi, c'est un problème. Oui, je continue à donner un coup de main aux collègues, et donc j'ai un certain recul, on va dire, sur les statistiques de ce point de vue-là. Oui. Le nombre de candidats venant de l'étranger hors Union européenne, ce qu'on appelle nous les campus France, a augmenté de façon absolument exponentielle, dont 90% qui viennent d'Afrique. Là, cette année, par exemple, je viens de terminer, il y en a presque 400 pour la fac de psycho, ça fait beaucoup. Donc, la question, par contre, qui reste constante, c'est que la proportion de gens qui, effectivement, viennent est très faible, malgré les avis favorables que nous donnons. Et alors, justement, moi, j'ai posé la question à l'Université de Strasbourg, et on m'a dit qu'en fait, le blocage ne venait pas de la France, mais venait des pays d'origine, qui ne laissent pas partir les gens. Donc, un, je ne sais pas si c'est vrai. Deux, si c'est vrai, quel est le rationnel qui sous-tend ça? Alors, moi, j'ai plutôt vu, mais c'est des cas. Moi, je n'ai pas examiné comme vous l'ensemble du problème, mais moi, j'ai constaté souvent dans des colloques, quand on veut inviter un collègue qui va nous parler du Sahel ou de tel sujet un peu
pointu dans sa région du monde, souvent ils viennent pas parce qu'ils n'ont pas le visa. Donc ça, c'est pas le pays de départ qui les empêche de venir, c'est c'est la France qui dit, ben non, alors que c'est un professeur d'université, il y a un risque migratoire. Donc plus on vient d'un pays chaud au sens politique du terme, moins on a des chances d'avoir son visa. Je l'ai constaté sur des années. Donc ça, c'est un premier point. Alors parfois, le discours des pays de départ, effectivement, c'est dire on favorise l'exode des cerveaux. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est du cas par cas. Si vous prenez l'Inde, par exemple, l'Inde ou la Chine, qui sont parmi les plus présents dans le monde, parmi les très qualifiés, etc., eh bien, le taux d'émigration par rapport à la population totale est extrêmement faible, beaucoup plus faible qu'au Maghreb. Donc, on peut prendre des Indiens à l'étranger, tranquille, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont qualifiés, qui vont rester chez eux. Donc ça, je crois que c'est... Alors, en revanche, si vous prenez un tout petit pays africain, parfois on dit c'est le Malawi ou je ne sais pas lequel, s'il y a plus de médecins à Manchester, on l'a souvent dit, qu'au Malawi, ça pose un problème. Mais on ne peut pas avoir une approche globale sur cette question. Il faut voir comment ça se passe dans chaque pays, dans quelle mesure ou pas on favorise l'exode des cerveaux, mais aussi les gens, parce que je discute aussi avec ces gens qui sont venus, ils sont désireux de venir parce que ça leur apporte de l'argent. Moi, j'habite à côté de l'hôpital Necker, il y a plein de médecins hospitaliers qui travaillent dans le service du professeur machin ou je sais pas quoi. Alors, ils disent, pour moi, après ma plaque, je dirais, j'ai été ancienne interne des hôpitaux de Paris, à travailler avec le professeur X, donc c'est un label de qualité. Donc eux, ils sont désireux de venir, et puis ils gagnent un peu mieux que chez eux aussi. Donc souvent, et les pays, moi ce qui me frappe surtout, c'est que les pays qui ont ce discours, l'exode des cerveaux, en même temps, ils ont un autre discours aussi, qui sont, nous, on favorise la diaspora des élites, les fameux réseaux transnationaux dont je vous parlais. Il y a aussi des réseaux qui sont entretenus par les pays de départ pour que ces gens envoient de l'argent chez eux. Moi, j'ai assisté à un séminaire comme ça au Maroc, c'est hallucinant, ils sont flattés, nos élites et tout, puis en même temps, vous allez avoir des facilités pour bancariser votre argent, pour investir dans ceci, là. Voilà, les autres ne sont pas contents parce que les migrants disent il y en a que pour eux et pas pour nous, mais ils facilitent ça parce que la présence, par exemple, d'une belle diaspora bien diplômée, turque, marocaine ou autre en Europe, ça donne une très belle image du pays de départ et ça permet de construire des réseaux professionnels aussi avec ces gens qui sont là. Donc souvent, les pays de départ, sauf exception, sont favorables en réalité parce qu'ils peuvent pas, ils savent très très bien. Moi je connais bien l'exemple du Maroc et ils ont des quantités de classes prépa exceptionnelles qui qui font rentrer les gens à Polytechnique et dans les très grandes écoles françaises. Ils savent très bien que ces gens-là ne rentreront pas tous. S'ils rentrent, s'ils ont des réseaux, ils vont entrer comme conseillers du roi, sinon ils seront moins dotés, si j'ose dire. De toute façon, ils ne peuvent pas employer tous les gens qualifiés qu'ils forment, donc, et même à des niveaux un peu moins élevés, mais déjà des écoles d'ingénieurs, etc. Donc ils savent très bien ça. Ils savent très bien, et eux, ils sont plutôt favorables à cette exportation de leurs élites, en sachant que tous ne vont pas rester définitivement. S'ils ont des opportunités, ils vont rentrer chez eux. Ce sera de l'argent qui rentre, des créations d'entreprises, etc. Et donc, c'est vrai pour l'Inde. L'Inde fait beaucoup d'entreprises d'imagerie médicale, par exemple, parce qu'ils parlent anglais. Il y a le décalage horaire, et donc ils envoient les hôpitaux anglais ou américains les radios, et puis le lendemain matin, les gens ont fait l'analyse et peuvent faire l'opération, par exemple. Donc c'est une très bonne gestion, si j'ose dire, de la diaspora et de l'éloignement et du décalage horaire et de la langue dans d'autres pays étrangers. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Allez, une avant-dernière question. Bonjour. Je pense que la majorité des Français... Je ne vous vois pas. Je suis là. Ah, voilà. Voilà. Je vous vois. Je pense que la majorité des Français sont pour la régularisation des sans-papiers, surtout ceux qui travaillent, qui payent des impôts, qui payent notre sécurité sociale, et qui n'ont pas le droit de vote, qui n'ont pas le droit à l'habitation, au logement et tout ça. Par contre, quand on discute avec des gens qui, malheureusement, votent l'extrême, ils ont des arguments que l'on peut entendre aussi, même si on n'est pas d'accord avec eux.
quand vous avez quelqu'un qui est un étranger en situation asile ou quel que soit son statut et qui commet un délit en France, normalement on devrait pouvoir le mettre dehors de notre territoire. Et malheureusement ce n'est pas possible. Et quand on arrive à mettre des gens dehors, eh bien nos lois ou les lois européennes leur permettent de, si vous voulez, de poser des jalons pour pouvoir revenir. Je pense malheureusement à cet imam qui bafoue les droits de notre pays et qui essaye par tous les moyens de revenir. Voilà. Et c'est ça qui alimente malheureusement le Front National. Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est des cas qui sont très peu nombreux par rapport à l'ensemble de l'immigration. On en parle, voilà, mais ce n'est pas des cas... voilà. Alors, il y a une toute petite agitation parce qu'effectivement, l'heure tourne, malheureusement. Eh oui. Et qu'il va nous falloir rendre l'amphithéâtre et même quitter le bâtiment dans, je ne sais pas combien de temps, 10 minutes à peu près. Marc, donc je vais te rendre le micro. Je remercie. Merci beaucoup, Madame Witold de Winden. Donc, je voulais, pour terminer, remercier très très chaleureusement nos 3 conférenciers hors pair, Catherine Witold de Winden, Tom Boller et Yamina Saeb. Je veux aussi remercier très vivement tous ceux qui nous ont accompagnés. Donc, vous tous, aujourd'hui, public présent, tous les bénévoles qui ont œuvré à l'organisation de ce projet qui se termine aujourd'hui, mais qui a commencé en octobre. Donc, merci à tous les bénévoles, très chaleureusement. Merci aux jeunes Européens. Merci à vous tous qui étiez là. Et aujourd'hui, on a voulu, vous l'avez compris, poser un diagnostic et pour effectivement entrer en action. Donc, c'est mieux de comprendre le diagnostic et d'avoir compris la thématique avant de pouvoir prendre des décisions. Et la première décision assez facile à prendre, c'est le 9 juin d'aller voter et d'aller voter bien, comme dirait Tom. Bonne continuation et à bientôt.